l'actualité, c'est ce livre. J'espère qu'on le voit bien et Exactement. qu'il se met en mode miroir. Oui, c'est merveilleux. Être présent pour ses parents, qui est paru à l'Observatoire en 2022 et qui est paru en livre audio chez Audiolib il y a quelques jours, donc le 21 juin. Ouais. Il est lu par toi. C'est ta lecture, ça dure un petit peu plus de 5 heures. On le retrouve sur le site d'Audiolib et sur toutes les plateformes numériques au prix de 20,95 €. Moi, j'ai écouté une partie parce que j'ai préféré le lire en papier, mais ça a beaucoup de sens de l'écouter, je trouve, avec ta voix. On va en discuter, on verra pourquoi c'est un autre objet qui a vraiment du sens, je trouve, par rapport à ton sujet. Alors l'idée est donc surtout de parler de ce livre devenu un livre audio et dans lequel tu as à cœur de répondre aux personnes qui se posent des questions sur comment être présent pour leurs proches, pour nos parents, les accompagner le mieux possible et notamment dans le vieillissement. Tu insistes pour dire que ce n'est pas une injonction de plus, c'est au contraire un espace que tu ouvres et qui est profondément humain pour oser se poser des questions qui sont encore très tabous, encore aujourd'hui, sur la fin de vie et sur la maladie. Personnellement, c'est un livre qui m'a beaucoup touchée et beaucoup remuée. C'est un livre qui vraiment, moi et je pense d'autres personnes, m'a aidé à entrouvrir une porte que je n'avais jamais osé vraiment ouvrir. Donc je pense que c'est absolument précieux et même essentiel. On va donc parler de ce livre, mais revenir aussi peut-être sur ton parcours, s'il y a des personnes qui se posent des questions sur ton parcours et tes activités, puisque tu es aussi l'autrice d'un premier livre sur ce sujet qui est paru en 2019, à une époque où on ne parlait, je crois, vraiment pas du tout de Pas ce beaucoup, ouais. sujet. Tu as été vraiment à l'avant-garde, ça a été un livre d'ailleurs très remarqué. Aidant ces invisibles, paru aussi à l'Observatoire en 2019 et qui a reçu la récompense de l'Académie de médecine. Donc ces deux livres sont le reflet d'un combat que tu portes depuis des années, que tu emmènes aussi en tant que conférencière et pédagogue dans des entreprises, des établissements de santé, des institutions et des collectivités territoriales. Quelques mots encore rapides pour me présenter. Je m'appelle Lorraine Malka, je suis journaliste indépendante, autrice et podcasteuse et j'anime régulièrement des lives pour Audiolib et Hachette. On est ensemble pendant un petit peu moins d'une heure. N'hésitez surtout pas à poser vos questions et j'en transmettrai un maximum à Dr Hélène Rossineau. Première question Hélène, comment et pourquoi ce combat est-il devenu si crucial pour toi? Eh ben, alors c'est vrai que il a commencé un peu par hasard, hein, pour être très franche, parce que ce qu'on appelle les aidants, les proches aidants, c'était pas connu du tout quand j'ai commencé, et en particulier quand on est médecin et quand on est étudiant en médecine, la famille, les accompagnants, on nous en parle jamais. Enfin, on nous parle des patients, de toutes leurs maladies en long, en large et en travers, mais alors comment prendre en charge la famille, comment les accompagner, rien. Et quand j'étais encore interne en médecine, je suis passée en hospitalisation à domicile. Et c'est vrai que j'ai pu rencontrer en suivant les infirmières pendant les premières semaines, euh, non seulement tout un tas de patients, mais ils avaient toujours des proches avec eux. Et donc pendant que l'infirmière était avec le patient, moi j'étais avec les proches. Et donc j'ai discuté parce que je cause tout le temps, mais pour une fois c'était utile. Et je me suis rendu compte que peu importe la pathologie, en fait, ce que disaient les proches était assez semblable. Le fait qu'on les écoutait pas, qu'on les accompagnait pas, qu'ils savaient pas, qu'ils posaient des questions. Enfin, bref, il y avait plein de choses qui revenaient tout le temps. Et donc c'est vrai que quand je suis retournée voir mon chef, je lui ai dit, écoute, laisse tomber les soins palliatifs, ce sur quoi j'étais censée écrire avant. En fait, on va travailler sur ce qu'on appelle les aidants. Et c'est comme ça que tout a commencé. Et puis, une fois que j'ai fait ma thèse de médecine sur le thème, et puis une fois que la thèse est sortie, j'ai été contactée par des associations et je me suis rendu compte que c'était vraiment très 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 large et que ça dépassait bien le cadre de juste ma thèse. En fait, ça touchait des millions et des millions de personnes, puisqu'il y a 11 millions de personnes en France qui accompagnent un de leurs proches. Et c'est comme ça que le combat a commencé et que l'idée de faire un premier livre est arrivée. Et puis c'est vrai que de l'autre côté, moi je suis médecin, mais je suis aussi patiente parce que j'ai ce qu'on appelle une spondylarthrite ankylosante, donc une maladie un peu casse-pied sur le long terme. Et donc, j'ai aussi besoin d'aidants de manière régulière, que ce soit ma mère, mon frère, etc. Donc, j'étais aussi particulièrement sensible à l'accompagnement du malade et ce qu'il pouvait y avoir autour. Voilà, donc on tient le bon bout. Ça commence, ça fait des années maintenant qu'on y est, mais on lâche rien et on commence vraiment à en parler, on commence vraiment à former les professionnels. Ça monte,
Donc voilà, c'est un truc auquel je tiens vraiment beaucoup et c'est vrai que bah, j'ai de la chance de pouvoir aussi le mettre dans des bouquins et que ça puisse aider au quotidien, puis même dans des vidéos sur TikTok, parce que j'ai vu passer, puis tout à l'heure des gens qui parlaient aussi des vidéos. Ouais. Voilà, c'est plein de moyens différents d'essayer de toucher les gens, de les informer, de répondre aux questions quand il n'y a pas forcément d'autres personnes pour répondre. Ouais. Voilà. Bah bravo, parce que c'est vrai que tu as vraiment été pionnière sur le sujet, et donc c'est grâce à toi, entre autres, que ce sujet vient vraiment sur le devant de la scène. Je relaye déjà la réaction de Mille et un chapitres qui dit c'est un livre très émouvant, j'ai failli pleurer. Effectivement, je pense que moi aussi j'ai ressenti la même chose en le lisant. C'est un pleur, une émotion qui vient effectivement, bon, on parle d'un sujet difficile, mais c'est aussi le soulagement en fait de sentir que on peut aborder ce sujet, comme tu dis, à la fois par rapport à nos proches, mais aussi par rapport à soi-même, se dire que on a le droit d'ouvrir cet espace de dialogue autour de ce que sera euh, notre avenir aussi à ce niveau-là, et Oui. comment on va évoluer à ce niveau-là. Et ça, c'est très très émouvant. Si, moi aussi, j'ai pleuré pendant toute l'écriture. Donc, Mm. c'est pas forcément facile à écrire non plus. Mais c'est vrai que c'est important ne serait-ce que de commencer à y penser. Parce que le but n'était pas forcément qu'il y ait que les gens qui sont en train de vivre l'accompagnement de leurs parents, là, tout de suite, immédiatement, tu vois, qui lisent le livre. Mm. Bah, moi, j'ai 33 ans, je suis pas encore en train d'accompagner mes parents, mais ça n'empêche que j'ai vu Voilà. plein de gens ces dernières années qui était plutôt en mode bah, tout se passe bien pour l'instant, du coup on n'en parle pas. Un peu comme on entend des avocats qui disent ou des notaires qui disent les gens ne veulent pas faire leur testament parce qu'en gros ils ont peur de mourir dès qu'ils ressortent du cabinet. Mais c'est pas Ça du porte tout, la poisse. enfin, il faut pas que ce soit tabou en fait d'en parler parce que le but c'est que ça se passe le mieux possible et même si ça doit être dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, plus on en a parlé tôt et plus c'est clair et plus on ose en parler en famille et plus derrière ça se passera bien quand il y aura un souci. Parce que Et quand il y a un complètement. souci, on n'a pas forcément que ça à faire non plus de commencer à discuter là tout de suite maintenant de ce qui est en train de se passer et de ce qu'on veut pour la suite. Donc en parler quand tout va bien, c'est quand même plus simple. Voilà, comme tu le dis dans le livre, c'est vraiment plus simple d'en parler effectivement au moment où tout va encore bien. Donc au moment, enfin, tu donnes d'ailleurs une tranche d'âge, hein, tu dis que c'est par exemple entre 60 et 70 ans, au moment où les parents commencent à vieillir, mais où ils vont encore bien. N'hésitez pas dans le chat, hein, à nous dire vous si ce sont des questions que vous vous êtes déjà posées un peu dans votre coin, sans oser vraiment ouvrir la porte de cette discussion avec vos Mm. familles. Et puis, comment ça se passe depuis que vous entendez un tout petit peu plus parler de ce sujet, ne serait-ce que de prononcer le mot aidant, qui jusqu'à présent était tellement peu présent. Et justement, on a commencé un petit peu tu nous as dit que pendant tes études, quand tu étais interne, tu n'avais pas entendu ce mot. Est-ce que tu peux nous dire comment ça a évolué les toutes dernières années, par exemple, même ne serait-ce qu'entre ton premier et ton deuxième livre? Est-ce qu'il y a eu des évolutions? Alors, il y a eu des évolutions dans le sens où il y a eu une stratégie aidant qui a été mise en place, mais il ne faut pas oublier qu'entre le premier et le deuxième livre, il y a aussi eu le Covid. Ouais. Et donc, il y a eu beaucoup de changements, mais sur les territoires et même auprès des professionnels, parce que on s'est rendu compte à nouveau que les personnes âgées étaient vulnérables. Il y a plein de gens qui ont récupéré, par exemple, un parent qui allait pas bien chez eux, dans leur salon, des sorties d'hospitalisation sur les premiers confinements. En particulier, bah, les hôpitaux se vidaient complètement et donc les gens récupéraient leurs parents sans forcément savoir quoi faire. Tout le monde était coincé chez eux. Donc il y a plein de questions qui sont arrivées. Et c'est vrai que je trouve qu'on parle beaucoup plus de l'aspect famille depuis. Bon, il faut bien que ça ait servi aussi à des choses un peu plus utiles, un peu plus positives. Mais c'est vrai que, en tout cas, moi, je le vois beaucoup au quotidien. C'est pas tant Mmh. la loi qui a évolué que un peu le regard des gens et les questions qui peuvent se poser. Voilà, alors donc Mille et un chapitres nous dit j'ai peur de ne pas savoir gérer et d'être dépassée. Dorothée nous dit avant d'être dans la situation d'aidante, je ne connaissais pas du tout. Merci hein, pour vos témoignages. Est-ce que Hélène, dans ce livre, tu fais appel à beaucoup de témoignages. Hein, il y a vraiment beaucoup de personnes qui ont répondu à tes questions sur comment est-ce qu'elle ressentait ce rôle-là, comment est-ce qu'elle vivait ce rôle-là.
est-ce que les personnes ne savent pas encore que ça existe et qu'elles sont dans ce rôle-là? Tu disais tout à l'heure 11 millions Oui, de personnes, hein. On est encore à une époque où vraiment les gens aident leurs proches sans se définir comme aidants. oui. Et c'est vrai que le mot aidant Mhm. passe assez mal. Euh, Bonjour aidant patrimonial, j'en profite pour faire coucou parce que je vois passer des personnes qui travaillent aussi sur le même sujet que moi. Le Bravo. mot passe assez mal parce que moi je trouve qu'il fait très professionnel. En fait, Mhm. aidant, on l'a assez mal traduit, il vient de l'anglais. En anglais, c'était caregiver. Donc littéralement, donneur de soins, ça aurait dû être soignant. Sauf que soignant, c'était Tu déjà t'as pris, nous, pris. en français. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui confondent aidant et aide-soignant, par exemple, ou qui considèrent que ce qu'ils font est juste normal et que ça ne mérite pas un mot particulier. Mhm. Euh, on va pas commencer à débattre là tout de suite maintenant de ce qui est normal ou ce qui n'est pas. C'est vrai que le souci de ce rejet du mot, c'est que autour du mot aidant, il commence à y avoir tout un tas de dispositifs maintenant, plus ou moins performants, mais il y a des assos qui bossent aussi, il y a quelques trucs dans la loi qui ça commence à bouger et même chez les soignants, ça commence à vouloir dire un peu quelque chose aussi. Donc plus les gens rejettent ce mot, et ben moins ils ont accès à tout ce qui Mhm. existe pour eux. Et donc c'est vrai que c'est difficile de pouvoir aller chercher les gens et de répondre à leurs questions directement un par un, parce que comme tout le monde ne se reconnaît pas dans ce mot-là, bah, tout le monde est un peu dispersé dans tous les sens, et donc les gens n'ont pas forcément non plus accès à toutes les ressources qui existent. Alors, parmi les personnes qui nous écoutent, n'hésitez pas à nous dire justement si vous êtes dans ce rôle-là, mais que vous ne connaissez pas vos droits et ce à quoi vous avez accès avec ce statut, parce que c'est un vrai statut. Est-ce que tu peux définir ce que c'est un aidant, Hélène? Alors, je mettrais juste un petit bémol sur le mot statut Ah, parce que c'est une définition dans la loi, mais elle est quand même très large. Un aidant, c'est quelqu'un qui s'occupe de manière régulière d'un de ses proches, que ce soit globalement un parent, un conjoint ou un enfant. Donc, c'est très large et c'est vrai que c'est un peu plus précis quand on regarde par exemple dans le handicap, mais on va pas forcément rentrer dans les détails maintenant. Pour moi, toute personne qui s'occupe régulièrement, que ce soit pour faire les courses, que ce soit pour donner un coup de main au quotidien, que ce soit dans les tâches ménagères, que ce soit pour la paperasse, que ce soit pour accompagner à un rendez-vous médical, on peut aider de plein de manières différentes. Toutes ces personnes-là sont aidantes. Et c'est vrai on est comme dans 50 nuances de gris, il y a aussi 50 nuances d'aidance. C'est aussi pour ça que c'est si compliqué pour les gens de connaître le mot et d'y réagir parce que quelqu'un qui va faire les courses pour sa mère 2 fois par semaine, par exemple, se sentira peut-être moins aidant que quelqu'un qui vit avec sa mère 24 heures sur 24 et qui est là tout le temps. Et pourtant, cette personne est aussi aidante à sa manière et peut aussi avoir des soucis et besoin d'en parler et besoin d'informations. Donc voilà, le mot est pas parfait, mais on en parle, on en parle, on en parle, au moins. et puis, tu dis aussi dans le livre que ça peut aussi être aider, parce qu'on a un statut en tant qu'enfant, en tant que frère, en tant que, etc. Mais par exemple, un voisin ou une voisine, on peut Tout à aussi, ou fait. une personne qu'on a rencontrée, pour qui on a eu, en fait, les relations ne sont pas aussi cadrées dans notre société, et donc aidant, c'est aussi une place qui se crée en fait à travers les rencontres qu'on peut faire. C'est profondément humain. Exactement. C'est pour ça que je vais plus loin que juste ce qu'il y a dans la loi, parce que pour moi, c'est effectivement plus large. Et ça me fait penser à l'exemple d'un type très sympa que je connais de Twitter, qui parlait justement il y a 2, 3 semaines. Lui, il a une sclérose en plaques et il remerciait sa voisine qui est aide-soignante et qui lui donne un coup de main en plus parce que c'était très difficile à vivre au quotidien. Il était dans une crise de sclérose en plaques et donc ça, c'était compliqué. Et donc là, c'était sa voisine, c'était pas quelqu'un de sa famille, mais ça n'empêche qu'elle donnait un coup de main un peu tous les soirs. Donc c'est vrai que les aidants peuvent être beaucoup plus larges que ça. Hmm. Alors, je le disais en intro, tu insistes beaucoup au début du livre sur les injonctions. Tu ne veux pas que ce livre, je trouve ça vraiment très salutaire, tu ne veux pas que Mm. ce livre soit une injonction de plus. Pourquoi est-ce que tu insistes là-dessus? Est-ce que tu sens à travers les rencontres que tu as pu faire, les témoignages que tu as pu recueillir, que c'est une culpabilité qui est très présente dans notre société? Énorme. Alors, les aidants sont en majorité des aidanteux, bien sûr, il y a des hommes, mais quand même, il y a plus de femmes. Et on va dire que, déjà concernant les femmes, les injonctions sont quand même très fréquentes. Euh,
et ça fait des dizaines d'années qu'on nous parle de la mère parfaite. Est-ce qu'elle peut travailler ou pas déjà? Enfin, ça fait, je vais pas refaire toute la partie, hein, femme, travail, enfant, etc. Mais cette injonction-là, elle était déjà énorme. Et donc derrière, maintenant qu'on avance un peu sur celle-là pour la déconstruire, on arrive sur une autre qui est, en plus, il faut être l'enfant parfait. Donc démerde-toi pour avoir tes parents, tes enfants, ton conjoint, ton travail, la totale, tout parfait. En plus, si possible, en bonne santé, en étant mince, parce que quand on est gros, ça va pas non plus. Enfin bref, on nous bourre le crâne à longueur de journée de tous les trucs qu'on devrait faire, sans nous dire d'ailleurs exactement comment on est censé le faire. Ça. Donc oui, je voulais vraiment pas que le bouquin soit une injonction de plus, un ordre de plus en mode voici le guide exactement pour faire les choses et vous pouvez pas dévier, pas du tout. Le but c'est qu'il soit là pour que les gens puissent réfléchir, pour leur donner des pistes, mais pour trouver aussi leurs propres solutions parce que chaque famille est complètement différente. Et puis chaque relation avec ses parents est complètement différente. Et ça, j'entends beaucoup de gens qui disent je dois faire ça, je dois faire ça parce que c'est mon père, parce que c'est ma mère. Et c'est des gens qui n'ont pas forcément non plus des bonnes relations avec leurs parents, voire où il peut y avoir beaucoup de trauma derrière, et qui se forcent, quitte à se faire du mal en se disant mais je dois le faire, que globalement ils culpabilisent de ne pas le faire, la société leur dit qu'ils doivent le faire. Moi je pense que chaque famille est unique, chaque personne, chaque relation est unique et qu'on fait du mieux qu'on peut. Mais qu'il faut aussi sortir un petit peu du regard des autres et pas faire les choses parce qu'on pense qu'on doit les faire, mais faire vraiment ce qui nous fait nous sentir bien, ce qui permet à l'autre de se sentir bien aussi, et en tout cas trouver un équilibre dans la relation. Ouais, ouais. C'est vrai que mille et un chapitres a remarqué, a relevé aussi que l'introduction était très déculpabilisante et c'est vrai, c'est vraiment merci mille et un chapitres pour ta participation. Oui. Et C'est, puis je fais un petit coucou parce qu'on a une aidante dans le chat en passant. Hello Sarah. bonjour Sarah, bonjour tout le monde. Merci Bonjour de nous tout le monde, rejoindre. oui. N'hésitez surtout pas à poser vos questions. J'y suis très attentive et je les relaye à Hélène ou aux questions ou réactions, autant l'un que l'autre. Tu utilises une image très jolie dans le livre qui est filé. C'est l'image de la randonnée qui représente les années qu'on passe auprès de nos parents, parce que tu expliques que c'est un parcours qui est pas forcément simple avec, donc je te cite, des montées qui coupent le souffle, des descentes caillouteuses, des chemins qui se croisent ou se séparent, mais aussi des paysages époustouflants et surtout une succession de moments de bonheur partagés. Est-ce que tu peux Ouais. nous dire pourquoi cette image t'a paru aidante, justement? En fait, et oui, on va bien, Sarah, merci. J'ai essayé de sortir un petit peu de ce qu'on voit toujours, c'est-à-dire cette ligne droite, ce sprint ou ce marathon, mais qu'on a tendance à faire tout seul. Bon, déjà, les métaphores sportives, c'est pas trop mon truc à la base, hein. Je sais que la rando, c'est du sport aussi, mais bon, dans la rando, au moins, t'as pas de vraie ligne d'arrivée. C'est pas une course, il n'y a pas de timing. Tu fais les choses un peu comme tu veux. Tu peux le faire seul ou tu peux le faire avec d'autres personnes. Tu as des arrêts, tu as des relais. Des fois, c'est le temps, la météo qui t'oblige à t'arrêter parce qu'il n'y a pas le choix, parce qu'il pleut, par exemple. Tu peux t'équiper, tu peux te rajouter du soutien, tu peux te ravitailler. Donc, je trouvais que ça collait plutôt bien comme métaphore. Parce que bah, ça dure longtemps, en général ça dure pas 10-15 jours, ça dure des mois et des mois, voire plus. Et que tu peux avoir des moments où tu as envie de faire ça seul, tu peux avoir des moments où tu peux avoir envie d'être accompagné, d'avoir des gens qui marchent à tes côtés aussi, chacun à leur rythme, et ça c'est important. Tout le monde n'est pas forcément capable de donner la même chose aussi longtemps, de marcher aussi vite, mais chacun peut importer un petit peu. Quand je parlais de la randonnée, moi je disais, mon sens de l'orientation est nul, par exemple. Mais il y a des gens qui vont peut-être pas porter 15 sacs à côté de moi, mais qui par contre sont peut-être capables de me dire il faut que je tourne à la prochaine à droite. Bah, tu vois, c'est tout bête, mais ça, c'est déjà utile parce que si j'avais pas tourné à la prochaine à droite, j'aurais peut-être porté mes sacs moi-même, mais j'aurais peut-être tourné en rond aussi pendant des jours et des jours. Hmm. Donc, voilà, c'est ce que je trouvais intéressant dans la métaphore. Ouais. Alors, il y a une Ouais. autre métaphore sportive que Dorothée utilise et que je trouve aussi très belle. Là, c'est le passage du relais. Dorothée dit, il faut aussi expliquer aux aidants qu'ils peuvent et doivent passer le relais. Merci Dorothée. Qu'est-ce que tu penses de cette suggestion? Que j'en pense que ce que Sarah vient d'écrire, c'est-à-dire on n'a pas forcément de solution pour laisser son proche, est vrai aussi. C'est vrai. Et pareil, mais il y a un chapitre, je vois encore faut-il qu'il y ait d'autres gens, c'est clair. C'est vrai. Malheureusement, on n'a pas toujours des proches autour et notre système est assez défaillant. Il y a plein de trous
Et clairement, Sarah, ce qui t'arrive est un des trous pour lesquels le système sait absolument pas quoi faire. Euh, Ça, c'est sûr. C'est vrai que il y a des associations au moins qui peuvent donner des coups de main. Euh, Moi, je dis toujours qu'on n'a pas forcément des gens autour de nous qui savent ce qu'on vit, mais qu'il y a d'autres moyens de trouver des gens qui le savent, même s'ils ne sont pas forcément physiquement avec nous dans la même pièce. Je Mm. pense que c'est exactement ce qu'on est en train de faire là tout de suite maintenant, par exemple. En train de discuter entre nous. Il peut y avoir des groupes de soutien, il peut y avoir même des groupes sur Facebook, sur Insta, enfin, c'est des podcasts, même des associations. Je sais que je parle beaucoup d'Avec nos proches, qui est une super assoce, qui a un numéro de téléphone gratuit et anonyme. Et quand tu appelles, c'est des aidants, c'est des anciens aidants qui sont au téléphone et qui t'écoutent, qui sont formés à l'écoute et globalement tu peux y aller vider ton sac un grand coup et ça fait du bien. C'est pas parfait, c'est clair que c'est mieux si tu as un grand groupe de personnes autour de toi qui peut t'entourer, mais bon, on va dire que ça aide quand même un petit Mm. peu. En tout cas, sur l'aspect accompagnement. Par contre, c'est vrai que quand il n'y a rien dans le système qui est fait pour t'aider, quand tu tombes entre les cases, c'est-à-dire quand tu as un parent qui est en train de vieillir mais qui est trop jeune pour rentrer dans le plus de 60 encore, par exemple, qui a besoin d'aide mais qui n'a le droit à aucune des aides qui existent pour les personnes âgées et qui a aussi, par exemple, un handicap mais qui n'est pas encore aux 80% de handicap et qui donc a accès à très peu d'aide, euh, et ben chez nous c'est encore vraiment très très compliqué et puis ça prend un temps fou. Peu qu'on réussisse à trouver une solution, il y en a pour des mois, des mois, des mois et des mois. Je sais que Sarah, tu peux en parler mieux que nous de ça, mais c'est extrêmement long. Donc c'est aussi important. Ouais. Tu vas Alors, regarder au bout d'un an toujours aucune aide voilà. et aucune Alors, solution parce qu'elle a merci que 50 ans. Vitarella et donc Mm. et les autres personnes qui ont pu dire effectivement Ouais. que on n'est pas toujours entouré, on n'a pas toujours l'aide nécessaire, mais ce que je trouve très fort dans ton livre, c'est que tu évoques vraiment la multiplicité des situations possibles et il y a aussi des personnes qui peuvent éventuellement recourir à une autre aide, mais qui ne le font pas parce qu'elles se donnent la charge à elles-mêmes. Tu évoques cette situation qui apparemment est assez courante aussi des Ouais. personnes qui en font trop en fait, qui donnent trop, qui le sentent parfois, mais qui osent pas toujours faire marche arrière. Et alors tu donnes une échelle, il y a une sorte de Ah, test. Ouais. Zarit. Mais Oui. alors je sais pas exactement bon, peut-être que tu as un recul aussi à donner par rapport à cette mesure. Est-ce que tu peux nous en Ouais. parler, nous dire ce que c'est? Alors, l'échelle de Zarit, c'est le seul outil qui existe pour les aidants pour évaluer sa charge mentale. Alors, l'outil n'est pas parfait, hein, soyons clairs. Les questions sont assez directes, assez directes. Enfin, il faut avoir le cœur bien attaché pour y répondre. Mais ça permet si on est honnête avec soi et qu'on décide vraiment de le faire sérieusement, ça permet de prendre un peu de recul sur ce qu'on est en train de vivre et de voir en gros dans quel état on est, à peu près. Mais moi, je pars du principe, c'est une échelle, il y a 22 questions, ça va de 0 à 4. 0, ça t'arrive jamais. La question, c'est toujours à quelle fréquence t'arrive-t-il de ou 0, c'est toujours jamais, et 4, c'est quasiment tout le temps. Donc en gros, tu additionnes les scores de chaque question. Et à la fin, c'est censé te dire si tu as une charge faible, moyenne, sévère, etc. Moi, c'est pas tant le score qui m'intéresse le plus que j'ai envie de dire que la réaction que tu peux avoir à ton score, parce qu'en vrai, on sait tous dans quel état on est. C'est juste qu'on n'a pas forcément envie de l'admettre, qu'on culpabilise et que c'est compliqué. Donc, si tu te dis, quand tu vois ton score, tiens, je pensais que j'aurais plus, le plus important, c'est plutôt la toute dernière phrase que le score en lui-même. Mais disons qu'au Hmm, moins, c'est un outil. d'accord. Et c'est vrai que la culpabilité revient toujours. Bah, je vois la Vitarella, dont Oui, Sarah oui. qui en parle aussi, mais Donc c'est Sarah et Vitarella, hein, c'est bien ça. oui, c'est ça, oui, eux. c'est vrai, parce que oui, moi, je connais son prénom, mais tout le monde connaît pas son Ok. prénom. Donc oui, Sarah, c'est Vitarella. Oui, effectivement, Sarah nous dit qu'on culpabilise beaucoup et qu'elle n'arrive pas à laisser sa maman. Effectivement, c'est vraiment quelque chose qui est très très présent, y compris dans les témoignages que tu recueilles. Là, Mm. on a commencé, on s'est bien lancé sur le sujet, mais vraiment en parlant déjà de quand l'aide est déjà lancée. J'aimerais qu'on revienne un tout petit peu en arrière sur le moment où déjà on ouvre
cet espace de parole. Moi, c'est aussi ça vraiment qui m'a touchée dans ton livre. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent qui sont peut-être concernées aussi par le moment où on n'a pas encore osé poser le problème et où on peut être dans une forme de déni. Oui. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Je pense que beaucoup d'entre nous sont concernés parce que je dirais que pour la majorité des gens, tant qu'il ne s'est pas passé quelque chose avec nos parents, donc il n'y a pas eu un souci, pas forcément un diagnostic grave, mais tant qu'il n'y a pas eu un vrai pépin de santé quelque part, on n'a pas forcément envie de penser au fait qu'ils sont en train de vieillir. C'est assez humain. La période est déjà pas très très fun, donc on n'a pas forcément envie immédiatement de se dire tiens, c'est vrai qu'un jour mes parents pourraient mourir, il faudrait peut-être que j'y réfléchisse. Spontanément, ça vient pas comme ça. Moi, je sais par exemple que je m'en suis rendu compte pendant que j'écrivais le bouquin. C'était l'autotraumatisme de l'auteur qui écrit son bouquin, mais c'est exactement ce que je disais dans l'avant-propos. Au tout début du bouquin, j'étais complètement paumée et je galérais parce que ça faisait 2 mois que j'essayais d'écrire quelque chose et qu'il fallait que je commence vraiment à l'écrire parce que ma deadline avançait quand même. Et donc j'allais me balader pour réfléchir et j'ai atterri au cimetière comme souvent parce que mes grands-parents sont enterrés à Nancy, donc là où j'étais pour écrire. Euh, et en fait, à force de m'y balader, il y a un jour comme ça, pouf, je regardais la tombe et donc la partie de droite, bah, il y a mon grand-père et ma grand-mère maternelle, mais la partie de gauche, elle est complètement vierge. Et il y a un jour, et je l'ai mis dans le bouquin, en plus j'étais vraiment en train d'écouter Patrick Bruel, c'était le cliché complet. Ma musique était en aléatoire sur Spotify, et en regardant la pierre de manière un peu plus large, je me suis dit, mais un jour, en fait, il y aura ma mère là. Plus ou moins mon père, mais il y aura au moins ma mère de ce côté-là. Et ben, ça m'a fait bizarre. C'est pas que j'étais pas au courant, hein, parce qu'on est tous au courant je vais mourir, on va tous mourir, nos parents vont mourir, mais il y a une différence entre savoir, être au courant, tu vois, et avoir vraiment conscience du truc. Et moi, je sais que ce jour-là, alors ça m'a fait beaucoup réfléchir. J'ai écrit le premier chapitre du coup dans la foulée. Mais je me suis rendu compte que, en fait, à force de pas vouloir voir les choses et à force d'avoir peur, non seulement on préparait pas les choses, mais on vivait parfois un peu moins intensément aussi, parce que quand tu sais qu'un jour ça risque d'arriver, tu vois, tu as plus un peu cet état d'esprit du oh là là, tu vois, j'ai la flemme, j'ai pas envie de la voir aujourd'hui, enfin j'ai envie de rester au lit. Oui, bon, mais en même temps, tu vois, c'est un moment important, peut-être que Enfin, je dis pas de relativiser, de se forcer à tout faire, pas du tout. Je dis juste que quand tu as réalisé ce qui se passait, quand tu as eu peur au moins une fois, par exemple, après, tu vois plus forcément les choses tout à fait de la même manière. Mais le but, c'est aussi d'aider ceux qui, heureusement pour eux, n'ont pas encore eu la première peur, entre guillemets, à se rendre compte que c'est pas parce qu'on n'a pas peur et qu'on ne vit pas au jour le jour en se disant quand est-ce que quelque chose va arriver à mon père, à ma mère, etc., que ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir de discussion, qu'il ne faut pas savoir ce qu'ils veulent faire, qu'il ne faut pas, si on a des frères et sœurs par exemple, qu'il ne faut pas parler à son frère et à sa sœur de comment ils imaginent les 10, 15, 20 prochaines années. Parce qu'en vrai, le jour où il y a un problème, si les choses sont pas prêtes et que tu n'en as jamais discuté, je te promets que c'est vraiment pas à ce moment-là que tu vas le gérer. Et quand j'étais médecin coordonnateur en EHPAD, là il y a quelques mois par exemple, je voyais beaucoup d'entrées en EHPAD qui n'étaient pas du tout préparées, qui étaient parce que en fait ça n'avait pas été pensé. Et c'est pas du tout un jugement. Loin de là, je comprends très bien ce qu'il y a derrière comme mécanisme, mais c'est juste que du coup les gens culpabilisaient à mort parce que il n'y avait pas de retour à domicile possible, par exemple sur une chute ou quelque chose comme ça, parce que rien n'était prêt dans le domicile et que il n'y avait même pas eu de vrai questionnement sur est-ce qu'on veut que le parent, tu vois, reste vivre à cet endroit-là. Est-ce qu'il faudrait par exemple un appartement un peu plus petit mais avec du plat, s'il y avait des marches. Enfin, c'est parce que tout allait bien. Et je l'ai vu sur des parents assez jeunes comme sur des parents qui avaient 95 ans, parce que la phrase qui revenait tout le temps, c'était on s'y attendait pas. Et encore une fois, c'est vraiment pas un jugement parce que c'est pas facile, mais en parler avant, c'est pas du tout prendre le risque que les choses déconnent du jour au lendemain, là tout de suite. C'est surtout faire en sorte que quand il y a besoin, on puisse réagir en connaissance de cause. Et en fait, le fait de savoir ce que veulent vraiment tes parents et ce que sont prêts à assumer les autres autour,
ça te permet aussi toi de te sentir mieux et de prendre des décisions un peu plus sereinement, même si c'est des décisions pas faciles. Alors le passage dont tu parles d'introduction dans lequel toi Mm. tu as eu cette prise de conscience, tu vas peut-être on verra d'ailleurs dites-nous si vous avez envie de l'entendre, tu vas peut-être nous le lire si tu es d'accord ou nous lire au moins un petit Peut-être. extrait peut-être à la fin du live si vous avez envie, n'hésitez pas à nous dire dans le chat. En tout cas, alors c'est vraiment frappant effectivement de se dire que tu as eu cette prise de conscience finalement pour tes patients et patientes avant de l'avoir pour toi-même. Et vraiment, en lisant le livre, on l'a en douceur, cette prise de conscience, parce que tu nous parles de vie, en fait, beaucoup plus que de mort. Et je pense que quand on entend parler de la mort de nos proches, on se bouche les oreilles. Et Mm. alors que quand on nous parle de conseils très concrets pour organiser la vie, vraiment dans la C'est dignité exactement ça. de nos Ouais. proches, ça nous donne envie d'ouvrir grand les oreilles et de se dire bah oui là j'écoute à plein enfin vraiment je m'ouvre à cette Mm. possibilité là et alors les conseils que tu donnes sont vraiment très concrets d'ailleurs je sais pas si tu parles de conseils ou en tout cas c'est vraiment tu ouvres des idées possibles des suggestions possibles il y a d'abord l'écoute qui est quelque chose qui s'apprend tout le monde ne sait pas écouter Et il il y y a a même des très fois peu de personnes qui le savent. ouais donc, est-ce que déjà, comment on peut savoir si on écoute l'autre ou pas? Il y a un test dont tu parles de Michael Nichols et Martha Strauss. Ouais. Mais est-ce que tu peux nous parler de ça, ouais, de cette écoute? Bah, je me suis rendu compte en fait, et d'ailleurs j'en étais tout à fait coupable pendant longtemps, qu'on est tous persuadés de savoir écouter l'autre et que, enfin, c'est pas difficile, l'autre il est à côté, il parle, on écoute et hop, voilà. Et en vrai, la vraie écoute, c'est pas juste ça. Et j'ai sorti, alors j'ai pas mis toutes les questions de ce questionnaire dans le bouquin parce que c'est un questionnaire, si je me souviens bien, qui avait 25 questions. J'ai pioché les plus importantes dans cette situation-là. Mais c'est vrai qu'il y a plein de choses en fait qu'on fait qui sont pas vraiment écoutées. Moi, je sais que le truc dont j'étais coupable le plus souvent, c'était quand quelqu'un commençait à me raconter quelque chose. Dans ma tête, immédiatement, je cherchais la solution au problème dont il me parlait. Voilà, ça, je le fais encore une fois de temps en temps. J'essaye de m'améliorer, mais c'est pas non plus spontanément super instinctif chez moi. On apprend. Donc penser à sa réponse pendant que l'autre est encore en train de parler, c'est pas vraiment écouter. Et d'ailleurs, proposer des solutions immédiatement si l'autre les a pas demandées, c'est pas non plus écouter. Oui, je maîtrise aussi cette partie-là. C'est interrompre la personne pendant qu'elle parle, c'est pas non plus écouter, en particulier si c'est pour parler d'un truc que tu as vécu, même si c'est sur le même thème. Même si c'est, et ça je sais que moi avec le TDAH, on le fait beaucoup avec le TDAH, mais même si c'est, tu vois, quelqu'un te dit par exemple que, genre ta mère te dit qu'elle est fatiguée, qu'elle est épuisée, si au bout de 30 secondes, toi tu lui dis que c'est vrai que toi aussi tu es fatigué, peut-être que dans ta tête, tu vas te dire que tu partages quelque chose, tu vis la même chose et que donc, tu vois, la personne va se sentir écoutée. Dans la vraie vie, en fait, toi, tu le vois peut-être comme ça, mais souvent la personne va se dire, putain, elle ramène vraiment tout à elle. Hmm. Voilà. Et donc, ça se désapprend et ça se réapprend vraiment à écouter. Hmm. Mais c'est vrai que c'est pas forcément simple, mais que c'est la base d'une bonne communication. J'insiste beaucoup sur le bouquin, sur toute la partie communication, Ouais. parce qu'il y a tellement de conflits et de problèmes dans les familles qui pourraient être résolus ou évités si jamais on Ah, arrivait c'est vraiment à vraiment, ouais. communiquer. Je trouve que ton livre est Ouais. très très utile là-dessus, sur vraiment la communication non violente que tu transmets très très bien. Tu transmets bien les principes et c'est vraiment extrêmement important, je pense, de s'y référer. Je pense que vraiment ton livre peut être un vrai outil en fait pour se reposer aussi là-dessus, pour avoir un petit pilier pour s'aider dans les dialogues, dans les discussions en famille. J'en profite pour remercier vraiment Lilou, Jupiter, Dorothée pour C'est vos exactement ça, témoignages. 1001 chapitres. Oui, l'art perdu de l'écoute. Oui, ah oui, je n'avais pas vu, ouais, bravo. Euh, alors, et il y a
une question qui se pose, qui est assez inattendue. Je pense que peut-être ça t'a frappé aussi en menant tes appels à témoignages, en te mettant à l'écoute des personnes que tu as interrogées. C'est l'importance de la conduite automobile qui est vraiment Ouais. venue de façon absolument centrale dans ton enquête. Est-ce que tu peux nous parler de ça, nous dire en quoi c'est tellement symbolique de l'autonomie? Ouais. Bah, je dois dire que j'étais assez étonnée. Je savais que l'arrêt de la conduite, plutôt que la conduite, l'arrêt de la conduite, c'est toujours été un sujet assez tabou. Mais quand j'ai demandé aux gens de manière générale, même j'ai fait des sondages et tout, quand je leur ai demandé quels étaient les sujets les plus importants pour eux à aborder, j'étais persuadée que c'était l'EHPAD qui allait arriver en haut. Hmm. Pas du tout. L'EHPAD s'est fait défoncer par l'arrêt de la conduite automobile. L'arrêt de la conduite automobile est arrivé, mais vraiment très 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 haut. Bon, et c'est vrai que la majorité des gens sont un peu démunis parce que quand ils en sont à se poser la question, c'est parce qu'il y a des vrais problèmes avec leurs parents et avec la voiture et que idéalement il faudrait qu'ils arrêtent assez vite. Et donc la recherche de solutions, elle arrive au moment où il commence à y avoir un problème et c'est pas du tout anticipé. Et c'est très compliqué parce que l'arrêt de la conduite, ça implique plein de choses et tu l'as dit, ça c'est une baisse dans l'autonomie à un grand coup, sauf si tu habites en plein milieu d'un centre-ville. Sauf que c'est pas le cas de tout le monde. Mais quand tu habites un peu plus loin ou quand tu habites dans la campagne, le jour où tu arrêtes de conduire, tu peux même plus faire tes courses. Tu peux plus sortir, tu plus de vie sociale. Donc, il y a beaucoup de personnes âgées qui ne veulent pas arrêter de conduire. Et c'est vrai que quand tu arrives, sur des situations, enfin, j'en parle dans le bouquin, mais tu as certaines situations qui sont quand même. Le petit monsieur tout gentil qui s'était fait opérer que d'un seul œil et pas de l'autre, alors qu'il ne voyait rien de l'autre, parce qu'il disait qu'un seul œil ça suffisait pour conduire. Le fils était dans un état quand je lui ai parlé, parce que enfin, il était complètement flippé à l'idée que son père continue à conduire. Donc c'est vrai que j'ai essayé de réfléchir à une méthode, en tout cas un fil de conversation que tu pouvais avoir pour accompagner la fin du permis. Mais ça nécessite plein de choses, y compris de revoir l'organisation du quotidien, le lieu de vie. Donc ça peut pas être du jour au lendemain. Voilà. Et tu vois, 1001 chapitres dit exactement ça. Ça a été très dur. Bah oui, Oui, oui. Et c'est effectivement, la question qui se pose juste après, bien sûr, c'est le lieu de vie. En ouais. ville, à la campagne, enfin, il y a vraiment beaucoup de questions à se poser que tu proposes. En fait, voilà, tu les inscris un peu comme une sorte de plan qu'on peut faire et qui aide énormément. Il y a aussi la chute, qui est un sujet un peu sous-estimé, puisque tu nous dis que un tiers des personnes de plus de 65 ans font au moins une chute par an. Mais C'est énorme, beaucoup. donc c'est vraiment un sujet à prendre en compte de façon. Enfin, il faut prendre cette question à bras le corps, quoi. Se Ouais. poser. Et en particulier, alors quand on a chuté une fois, en général, enfin le risque est multiplié par 16 de rechuter juste derrière. Et pour beaucoup de gens, quand on connaît pas bien le sujet des chutes, on l'interprète comme nous à notre âge, c'est-à-dire que nous, si on se casse la figure, s'il y a rien de cassé, globalement, on est bon. Mm. Mais chez les personnes un peu plus âgées, il y a une composante psy assez importante après, de crainte de rechuter. Et ça peut aller jusqu'à ce qu'on appelle un syndrome post-chute, c'est-à-dire des gens qui n'osent même plus sortir de chez eux, ou qui ont, ça touche même la manière dont ils marchent parce qu'ils sont extrêmement prudents, ils sont beaucoup plus lents, et ça peut réduire très très fort l'autonomie. Donc c'est vrai que si dans votre entourage, même ceux là qui écoutent, vous avez une personne un peu plus âgée, on va dire, qui dépasse les 60 ans, qui a fait une chute, même si elle s'est rien cassé, c'est important d'en discuter avec elle et d'être vraiment très bienveillant et très patient et lui dire qu'elle a aussi le droit elle a le droit de flipper un petit peu, que peut-être aller voir un kiné par exemple, ça pourrait l'aider à garder son équilibre correctement. Il y a plein de choses qu'on peut faire pour éviter les chutes et pour prévenir la rechute, mais surtout il faut qu'elle se sente assez à l'aise pour pouvoir en parler. Et puis Mm. parfois il ne faut pas hésiter à emmener chez un psychologue s'il y a besoin ou chez le médecin. Mais les chutes, c'est extrêmement important. Et puis c'est surtout que quand tu te casses un truc, là, cette fois-ci, si tu t'es rien cassé la première fois, tu peux te le casser la deuxième. Mm. Là, par contre, la baisse d'autonomie est quand même extrêmement importante et tout le monde n'est pas forcément capable de se sortir euh, d'une fracture parce que la rééducation, c'est quand même long et compliqué. Donc, donc voilà, c'est un sujet super important. Et alors, pour revenir du côté des aidants,
Donc Lilou nous dit qu'elle s'est sentie impuissante pendant des années. Je pense que tout ça crée aussi des grandes frustrations et beaucoup d'amertume. Émilie a un chapitre, un témoignage intéressant. Elle dit, voilà, ma mère a été aidante proche pendant plusieurs années. Ça l'a mise en colère et elle était horrible avec tout le monde. Est-ce que c'est normal cette réaction? Est-ce que ça peut arriver aussi de devenir... de développer quand même une aigreur, une amertume. Mais il y a un Toutes les chapitre à réactions dire sont qu'elle n'en normales. pouvait plus, je crois. Toutes les réactions sont normales. On peut pas vraiment porter de jugement sur la manière dont les gens réagissent à des situations qui sont compliquées. T'en as qui vont tout lâcher, qui vont se donner à fond sur le moment et qui vont péter un câble après. T'en as qui vont s'épuiser avant. Et il y a un moment, leur corps réagira à leur place, et ça, tu peux pas juger non plus. T'as des gens qui vont être très tristes, souvent, beaucoup. T'as des gens à l'inverse qui voudront absolument rien entendre de négatif, et qui seront mais concentrés à fond sur le combat, le positif, etc. T'as des gens qui vont être en colère. T'as des gens qui vont dans le déni le plus complet. C'est la même chose qu'avec le deuil, en fait. Dans les étapes du deuil, t'as un peu de tout. T'as du marchandage, t'as du déni, t'as de la dépression, t'as de la colère. Tout ça, ça fait partie des étapes à traverser. On les traverse tous, parfois en même temps, parfois dans un ordre un peu différent, mais on passe tous par là. Donc ça dépend aussi de comment tu l'as vécu, de comment tu t'es senti, de quel est ton passé, quels sont les traumatismes que tu as pu avoir avant. Bon, donc j'ai envie de dire que toutes les manières de réagir sont normales, mais souvent on peut aider. En fait, on peut jouer. Il faut être capable de se rendre compte de ce qui est en train de se passer et accepter l'aide extérieure. Et ça, bah, tu vois, je viens de le voir écrire à l'instant, Ouais. qui dit mon Mon père père refusait toute refusait toute extérieure. aide extérieure. Exactement. Et ça rend les choses extrêmement compliquées. C'est parce que tu peux essayer avec une bonne communication de rattraper les choses, mais c'est vraiment pas simple. Merci en tout cas pour vos témoignages parce que c'est aussi en partageant son expérience qu'on peut se rendre Exactement. compte de de la multiplicité des choses possibles, des réactions possibles et puis les comprendre, les pardonner parce que c'est aussi ça. Il y a un passage qui est très très puissant dans ton livre, très inattendu. Quand on est en train de lire, on s'attend pas à ça et d'un coup on tombe là-dessus et c'est vraiment prenant. Le C'est le passage poème, que c'est tu ça? as choisi. Alors, il y a le poème Ah qui oui, vient un c'est peu plus tard, et il y a avant ça déjà le passage que tu as choisi d'écrire Ah sous oui, forme d'une oui, fiction qui oui. concerne la maladie d'Alzheimer. Tu dis que ça concerne de façon plus générale les états de démence avancée. Tu peux nous parler de ce passage et aussi de l'écriture, de pourquoi tu as choisi de passer par la fiction pour parler de la maladie d'Alzheimer. Parce que s'il y a bien des maladies, enfin une famille de maladies dans lesquelles on donne vraiment beaucoup de conseils aux gens, c'est les démences. Et souvent, ils sont noyés sous les conseils, en long, en large et en travers. Et il n'y a pas une démence qui ressemble à une autre. Il n'y a pas un patient qui ressemble à un autre là-dedans. Et c'est vrai que souvent, les conseils sont pas forcément. Il y en a qui sont bien, mais ils sont pas tous d'une utilité exceptionnelle, on va dire. Et je me suis rendu compte que bien souvent, une partie des problèmes venait du fait que le patient dément est pas dans la même réalité que nous, du tout. Et que quand on est face à un patient dément, en particulier un parent dément, on interprète les choses et on vit les choses à notre manière à nous, dans notre réalité à nous, et la personne ne comprend pas forcément, parce qu'elle, elle est dans son univers, globalement. Et je me suis dit que en intervertissant les choses pour une fois, au lieu de donner des conseils directement à l'aidant, je me suis dit que j'allais essayer de lui montrer, même si bien entendu là c'est de la fiction parce que je ne suis pas un patient dément, mais j'allais essayer de lui montrer la manière dont pouvait penser une personne atteinte de démence parce que on comprend pas forcément d'où peut venir l'agressivité, on comprend pas forcément d'où peuvent venir certaines angoisses ou des choses comme ça. Et c'est venu par une conversation avec un ami, cette idée, parce que il était 3 heures du mat, et il m'a dit, mais c'est vrai que quand tu penses aux personnes qui ont oublié, qui ne savent pas où elles sont, par exemple, et qui ne sont plus capables, même sans savoir où elles sont, de savoir l'heure qu'il est et si elles connaissent les gens ou pas, on disait, mais c'est vrai qu'au milieu de la nuit, par exemple,
il y aurait quelqu'un qui débarquerait dans ton appart là tout de suite, tu serais complètement flippé. Bah oui, il y aurait un inconnu qui arriverait chez moi là tout de suite maintenant. À 3 heures du mat, j'étais dans mon lit. Euh, je serais complètement terrorisée. Et en fait, dans ma tête, ça a cliqué. Je me suis dit, mais c'est vrai que si tu reconnais pas la personne et que tu sais pas où t'es, bah, il est peut-être pas 3 heures du mat, il est peut-être 7 heures du mat et c'est peut-être une infirmière ou un aidant pour la toilette, mais ça n'empêche que si tu sais pas où t'es et que tu sais pas qui ils sont, bah, tu comprends pas pourquoi ils sont là. Et donc, en fait, Mm. que ce soit pour les soignants ou pour les aidants, là, cette fois-ci, c'est vrai que quand on fait l'effort de passer dans l'autre réalité, au revoir, mille et un Mm. chapitres. Au Parfois, revoir, ça Miriam. aide à comprendre Merci certaines pour ta réactions participation. et à adapter son comportement un petit peu plus. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai tenté d'inverser un petit peu avec 3 extraits Mm. différents. C'est très beau. Et alors, il y a effectivement ce poème qui inaugure en fait le chapitre, si je me trompe pas, hein, où tu parles de la mort, du moment où on perd nos proches. Alors, j'en profite pour envoyer toutes mes pensées aussi à Dorothée qui nous parle de... Pardon, excusez-moi, j'ai un petit bug d'affichage. Voilà, Dorothée, merci beaucoup pour ton témoignage et on t'envoie tout notre soutien pour la perte de ta maman. Ouais. Tu parles donc tu as décidé effectivement d'ouvrir ce chapitre avec un poème signé HR, donc on se doute que c'est un poème qui est de toi. Est-ce que tu peux nous parler de ce moment où tu as décidé d'écrire à travers En fait, je trouve ça très beau d'avoir ces différents niveaux d'écriture. C'est gentil. Oui, déjà, effectivement, Dorothée, j'avais pas vu le message, mais oui, oui, on pense à toi toutes les deux, je pense. Bah, en fait, sur la question de la fin de vie, tu vois, quand j'ai écrit le bouquin, que j'ai fait les plans, je m'étais dit, il faut que je parle du moment, vraiment des derniers instants. Et je me suis à nouveau sentie coincée, exactement comme à l'avant-propos, parce que je voyais pas ce que je pouvais dire qui allait vraiment aider les gens à ce moment-là. Parce que toutes les fins de vie sont différentes et parce que ça reste extrêmement douloureux pour tout le monde. Donc je suis retournée me balader. Visiblement, c'est comme ça que j'écris. Et en fait, je me suis dit que je pouvais pas, euh, comment dire, je pouvais ni commenter ni conseiller quoi que ce soit, mais que c'était quand même important d'aborder ce moment et que la seule chose que je pouvais faire, c'était euh, de mettre ce que j'avais pu vivre dans ma vie. Alors plutôt, en fait, je l'ai vécu avec ma grand-mère, pas avec ma mère. Mais comme là, c'était un livre sur l'accompagnement des parents, je me suis rappelé de ce que j'avais vécu à ce moment-là. Et je l'ai transposé sur ce que je pourrais vivre, parce que je suis extrêmement proche de ma maman. Euh, et la forme poème, par contre, elle est sortie de nulle part. La dernière fois que j'avais écrit un poème, je devais avoir 15 ans. Ah, c'est Donc, incroyable. donc voilà, mais c'est ce qui m'a paru en fait, voilà, un peu comme tu vois, tous en communion. Enfin, j'avais juste envie de ramener un peu d'amener ma pierre à l'édifice. Mais chacun vit ce moment différemment. Donc voilà, tout ce que je pouvais faire, c'était parler de ce que j'ai ressenti et de ce que j'imaginerais ressentir. Ben je crois que dans ces cas-là, le très intime est très universel aussi. On va juste dire encore, on a très peu de temps encore, mais quelques mots sur le livre audio qui est paru donc en lecture de ce livre. Est-ce que tu peux nous dire, donc moi je disais en introduction que j'ai écouté une partie, je trouve ça très émouvant de faire entendre ta voix sur ce livre parce que en fait, il s'agit avant tout d'histoires d'amour, de choses très délicates à aborder, mais que tu abordes Mm. avec toute la délicatesse nécessaire. Et donc, il y a beaucoup d'émotions, en fait. Donc, le fait que ça passe par ta voix, ça a beaucoup de sens. Qu'est-ce que ça a représenté pour toi d'enregistrer ton propre texte avec ta voix? Je me suis sentie à poil. À poil, mais alors à poil complet. C'est ce que je disais au tout début, Comme chez le docteur. un peu, oui. Bah, déjà, écrire un livre, alors bon, le premier c'était un essai, donc c'était pas la même chose. Mais celui-là, il était quand même très personnel, même s'il était dirigé pour aider les gens. Ça n'empêche qu'il y a une bonne partie de mon histoire qui arrive derrière. Donc rien que de l'écrire, c'était pas facile. D'ailleurs, ce que je dis tout à l'heure, j'ai quand même versé quelques larmes en l'écrivant. Mais quand tu mets ta voix sur ton propre texte, tu entends, enfin, on entend en fait les moments où tu es ému.
Et ça, c'est vachement compliqué parce que ça trahit d'ailleurs certains témoignages qui te touchent, ça trahit des moments parce qu'il y a des moments où je dis pas forcément que c'est dans ma famille que c'est arrivé. Parce que j'ai anonymisé les gens, il y a certains témoignages qui sont des témoignages de ma famille, en fait. Et ça, moi, je sentais quand je lisais le texte, enfin, je savais très bien ce qu'il y avait derrière. Et je te parle même pas du poème, parce que là, lire le poème, c'était les grandes eaux dans le studio d'enregistrement. Mais on m'avait donné un bon conseil. Hein. On m'avait dit, vas-y à fond, puis au pire, tu couperas, tu recommenceras. Donc voilà, je l'ai Donc, fait. tu te laisser aller. Ouais. Exactement, je me suis laissée aller et puis j'ai essayé de le faire avec le cœur, comme je l'avais écrit, vraiment. Mais c'est clair que maintenant que ça sort, ça fait quelques jours qu'il y a des gens qui me parlent de ce qu'ils ont écouté. Et j'ai essayé de m'écouter. J'ai pas vraiment réussi à m'écouter pendant très longtemps. Parce que vraiment, j'ai l'impression d'être complètement nue devant tout le monde. Voilà. Bon, si je dis que c'est pas désagréable, je vais paraître complètement. Après avoir donné C'est cette pas le fait d'être image-là, nu, oui. nu littéralement qui n'est pas désagréable. Mais disons que j'en suis fière et j'en suis heureuse et je suis contente de voir que ça aide des gens. Donc ça c'est très chouette. Et certains me disent que le fait d'entendre ma voix, d'avoir l'impression enfin, de discuter quasiment, ça les aide. Donc tant mieux. Mais voilà, Merci Pomponnette. Merci, merci à toutes et tous, hein, vraiment. J'ai une dernière petite question. Si vous en avez, n'hésitez pas parce qu'il reste quelques minutes. Donc, si vous avez des questions, allez-y encore. Alors, on ne peut rien dire sur ton projet à venir, mais il y en a un qui se prépare et qui va Oui. voir le jour début octobre. On n'en dit pas plus. Mais est-ce que tu peux nous dire, avant de nous lire peut-être un petit passage du livre, est-ce que tu peux nous dire ce qu'on peut souhaiter pour ce combat dans les prochaines années, parce que je crois qu'il y a quand même énormément de progrès à faire encore. Hein. Le Ah, tabou se lève doucement et les mots sont posés très doucement, mais il y a encore beaucoup de progrès à faire. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'on peut espérer pour les prochaines années, y compris politiquement? on peut toujours espérer beaucoup de choses. Moi, très clairement, en priorité, j'aimerais que la société change de regard vraiment sur tous ces gens qui s'occupent d'un de leurs proches, parce que c'est pas valorisé du tout, ça passe toujours après tout, et c'est même parfois regardé complètement de travers, en particulier quand c'est tes parents que t'aides, parce que tu comprends, enfin, c'est banal. Mais ça, c'est les gens qui pensent ça, c'est vraiment les gens qui l'ont jamais vécu, parce que c'est pas banal du tout. C'est pas parce que c'est fréquent que c'est banal. Donc changer ce regard-là, ça permettrait même, tu vois, de pas se sentir stigmatisé au boulot. Enfin, quand t'aides un de tes parents et que tu bosses à temps plein à côté, parfois c'est compliqué de tout cumuler au boulot. Et le regard en coin des collègues en mode ah là là, elle est partie encore trop tôt pour aller aider sa mère, ou elle a passé un coup de fil perso parce qu'il fallait qu'elle appelle le médecin, etc. Enfin, bref, il y a certains regards de jugement dont on pourrait se passer, et ça passe par un changement de regard dans la société et un changement de regard du monde du travail. Ça, c'est important. On peut souhaiter aussi que les professionnels de santé, de manière générale, apprennent un peu plus à gérer ce sujet-là et s'occupent un peu plus des familles et pas seulement des patients. Parce que c'est important de parler aux familles aussi, c'est important de les informer, de les écouter, de savoir comment communiquer là aussi. Euh, je pense que c'est un objectif important. Et puis, j'y pense, mais pas seulement parce que Vitarella est dans le live, mais elle avait raison quand elle disait que quand on était hors des cases, par exemple à 50 ans, il n'y avait rien pour les aider. Si on pouvait par pitié sortir de ce système de cases qui fait qu'on est soit malade et plus de 60 ans et donc on a certaines aides, soit handicapé, soit... Il y a plein de choses qui collent pas dans les cases, qu'on a plein de situations qui correspondent pas, qui laissent des familles complètement dans la merde et des patients mal pris en charge. Donc ce serait bien de non seulement revoir un peu tout le domicile, mais surtout faire quelque chose d'un peu plus fluide qui fasse qu'on n'ait pas des gens qui soient laissés complètement dans la nature et sans aide pendant des mois ou des années parce que bah, on considère qu'ils ne devraient pas être malades à leur âge. Bah oui, bah, manque de peau, ils sont malades à leur âge, ils n'ont jamais demandé à l'être. Donc voilà, ça fait partie des trucs qui m'exaspèrent.
Mais Mais bon, merci beaucoup pour ton combat, ta mais présence de rien. aussi auprès des patientes et des patients et des personnes qui ont besoin de ces informations, à la fois donc d'entrer dans tes livres, sur les réseaux sociaux, puisque tu es très active aussi sur les différents réseaux sociaux. Et on va écouter maintenant Je suis en train de reprendre le manuscrit. un Là, je passage. l'ai à la main. Je vais lire Donc, directement du manuscrit depuis l'ordi et pas du bouquin. Mais à la donc source. exactement à la source. Là, c'est vraiment la source, la source. Qu'est-ce que vous voulez comme passage du coup, la préface, La le tout petite début, intro le dont tu as poème? parlé. Ok. Ouais, comme tu préfères. Est-ce que tu préfères lire le poème? Est-ce que tu as peur de pleurer? Écoute, au pire, c'est non, non, je pense pas. Bah, on va leur demander à la limite. Qu'est-ce que vous Alors, préférez? Vous qu'est-ce préférez que vous préférez? le tout On- début du livre ou le poème? Dites-moi tout. Je lis en fonction. Alors, donc, le poème est plutôt situé à la fin du livre Ok. et le tout début du livre, c'est une Le introduction très poème. personnelle. Allez, le Bon, bah, tout poème, le monde ça est y est, il y a d'accord pour deux le votes, poème. trois votes. Alors, Merci pour vos votes. On y va. j'arrive, je le reprends. Ils ont voté pour l'émotion forte, mais en même temps, les deux passages sont émouvants. Oh, c'est parti. Que la terre se taise, je vois la fin du tunnel. Nous y sommes entrés main dans la main, mais j'ai compris qu'un soir ou un matin, j'en sortirai seul sur terre et toi au ciel. Que la terre se taise, le temps gronde. Je veux dévorer chaque minute, chaque seconde, chaque instant où je peux encore lui dire maman, où je suis encore ton enfant. Que la terre se taise, le vertige est assourdissant. J'ai parfois espéré que tout s'arrête. La souffrance, la douleur, l'épuisement, si tu savais comme je regrette. Que la terre se taise, je vous en prie. Je veux entendre chaque seconde ta voix, ton rire, tes derniers mots, ma chérie. S'il vous plaît, faites taire le monde. Que la terre se taise, je vous en prie. Vos paroles s'envolent dans la nuit. Je sens votre chaleur, vos étreintes, mais je refuse d'entendre qu'elle s'est éteinte. Que la terre se taise, juste un instant. Laissez mes larmes et ce grondement, cette douleur qui jaillit en flots et en cris. Laissez-moi réaliser que c'est fini. Voilà. C'est- Merci beaucoup Hélène. Merci à toutes et tous pour votre présence, pour vos Merci tout le monde. témoignages très généreux, très sincères. On retrouve donc Hélène Rossineau avec ce livre en librairie, avec le livre audio qui est paru chez Audiolib. Vous pouvez aller sur le site d'Audiolib pour le commander. Et puis on te retrouve sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Twitter, Facebook. J'en ai oublié. Non, 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 ça suffit, C'est c'est bon, déjà pas c'est mal. déjà suffisant. À très Merci tout le monde bientôt pour vos messages. et merci à toutes et tous. Et merci Audiolib. Mhm. Au revoir et bonne Bonne soirée. soirée à tout le monde. À bientôt. Et À promis, Dorothée, je bientôt. reviens plus souvent pour faire des lives. Bonne soirée tout le monde. Au revoir Bonne Lorraine, merci beaucoup. soirée. Au revoir Hélène, merci à Au toi. revoir.